La première manche du championnat du monde d'endurance s'est déroulée à Sebring il y a quelques jours et c'était la première fois que je regardais une course du WEC dans son intégralité et force est de constater que le début était hyper intéressant mais la course s'est malheureusement un peu tassée après par différents événements de course. En revanche, en fin de course, on a vu le décollage de la Falcon 9 au loin, puisque on n'est pas loin du pas de tir floridien. Mais c'était pas le seul objet à décoller ce jour-là en piste, ou en tout cas dans la région. Bref, 8 heures de course, donc 8 minutes de débrief. C'est parti. Dans la catégorie hypercar, ce sont les Toyota qui ont régné d'une main de maître. Les deux voitures sont clairement au-dessus des autres, en démontre le doublé de la marque japonaise tout simplement. La Toyota numéro 7 fait partie des voitures qui ont fait le moins d'arrêts au stand grâce à un très gros rythme de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez. Les Toyota étaient réglés comme des horloges suisses, intouchables, imperturbables. Enfin bref, c'était un peu les Red Bull de la Formule 1, donc doublé, terminé, bonsoir. Juste derrière, en revanche, on a la Ferrari numéro 50 et la Cadillac qui se sont pas mal battus pour la dernière place sur le podium. Mais même s'ils ont fait 2 arrêts en plus, c'est bien la Ferrari qui complète ce trio de tête. L'équipage de la numéro 50 a pris un drive-through pour une infraction lors d'un ravitaillement et un dépassement sous régime de safety car qui finalement les a pas mal pénalisés, mais malgré ça, ils ont quand même réussi à remonter très vite. Alors du coup, la Ferrari a été la très bonne surprise de cette première manche à Sebring. Non seulement elle est performante en qualif puisque ça a fait la pole position quand même devant les Toyota et tout, mais c'est quasiment la meilleure des autres aussi en course derrière les Toyota. Là, en fait, Ferrari a été hyper impressionnant pour une première course. Pour leur retour en catégorie N de l'endurance, c'est un quasi sans faute. Bon, sauf pour la 51 qui a eu pas mal de petits problèmes, à la fois mécaniques je crois et un accrochage, mais bon, globalement c'était un sans faute. Bref, pour faire rapidement le reste du plateau des hypercars, on a les Porsche qui ont été un petit peu en retrait et on a vu la différence de comportement notamment à la réaccélération entre une LMH et une LMDH. En fait, la Porsche n'a pas 4 roues motrices avec l'hybridation à l'avant. On avait l'impression, en fait, finalement, que les Porsche sursollicitaient un peu les pneus arrière et ils étaient en glisse un petit peu partout, assez souvent. Alors c'est beau, mais du coup, c'est moins rapide, malgré un certain Kevin Estre, des grands jours fidèle à lui-même et sa fougue incroyable qui nous a donné des très belles batailles. Par contre, les Porsche, c'est fiable. Alors Van Wall, on s'attendait à pire, mais ça a fini la course, malgré un problème de suspension qui a provoqué un petit tête-à-queue de Jacques Villeneuve. Par contre, du coup, la Glickenhaus était nulle part. Ce qui est un peu étrange au vu de comment il roulait les années précédentes. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de bonne fiabilité et en plus de ça, en termes de performance, c'était pas ça quoi. On termine sur la catastrophe de cette course et elle est malheureusement française. C'est Peugeot. On a vu tout ce qu'il fallait pas faire ou du moins tous les problèmes possibles et imaginables leur sont arrivés à eux. Vraiment, c'était l'enfer et tout ça sous les yeux de Carlos Tavares, le grand patron du groupe Stellantis. D'habitude, on se moque un petit peu forcément des équipes qui chient un peu dans la colle, mais là, c'était tellement un shit show que, en fait, qu'on soit fan ou pas, ça faisait juste mal à voir, mais pour tout le monde. Alors, contact et il casse le pare-choc, avance sous full course yellow. Le pare-choc de rechange, c'est pas le bon numéro, du coup, on décolle le numéro, puis finalement, on remet un autre pare-choc. Enfin, de ce genre de choses. Problème de boîte de vitesse sur l'une des voitures, problème d'hybridation sur l'autre. Ça fait des allers-retours entre la pit lane et le paddock où, en fait, sont situés les garages pour travailler sur les voitures. Et de temps en temps, la Peugeot se fait déposer par des LMH qui lui prennent un tour, ou alors elle est en bataille avec des LMP2. C'est l'enfer. En vrai, c'est l'enfer. Et le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas juste cette année. En fait, ils ont fait 3 courses l'année dernière, histoire de bien se préparer. Donc, les erreurs au stand, c'est pas censé arriver. La fiabilité, là aussi, aurait dû être peut-être un peu mieux optimisée. Enfin, là, ils se sont pris une claque. C'est digne de Will Smith aux Oscars, quoi. Oh, wow! Juste histoire de pondérer un petit peu, la piste n'était pas non plus à l'avantage du constructeur français. En fait, par sa conception, la Peugeot fonctionne beaucoup avec l'effet de sol, donc doit avoir un réglage assez rigide, un peu comme les F1 aujourd'hui, si vous préférez. Mais comme Sebring, c'est une ancienne base militaire avec des carrés de béton, niveau boss, c'est l'enfer, ça rebondit tout le temps, donc forcément, ça rend le pilotage hyper difficile, hyper tendu pour les pilotes. Et quoi qu'il arrive, en fait, ça reste assez inadapté pour une voiture comme la Peugeot, pour pouvoir la faire fonctionner correctement. Bref, j'espère vraiment du fond du cœur du mieux pour eux parce que en fait ça fait juste mal de voir une équipe comme ça être aussi dans le mal quoi. C'est de l'ordre quasiment de l'humiliation et en vrai ça fait mal. Que ce soit Peugeot ou un autre, vraiment ça fait mal.
Pour les LMP2, on a eu de la grosse bataille pour la première place entre la Jota et les United. Oui, il y en a plusieurs des United. Alors, on avait une United de tête qui a abandonné sur problème électrique. Alors au tout début, on croyait que c'était une vulgaire panne d'essence, qui aurait été très très étonnant de la part d'une équipe comme celle-là, tellement ils sont rodés et expérimentés, mais non, c'était pas ça. En fait, c'est un branchement d'une caméra on-board qui a fait foirer toute l'électricité de la voiture. Et c'est pas l'équipe qui est responsable de ce branchement de caméra, donc du coup c'est un peu rageant pour la United qui a abandonné. Au final, il y a eu une autre United qui est venue s'immiscer, venue se mêler à la bagarre pour la tête de la course. Ce qui est assez magique, c'est que même après 8 heures de course, les deux voitures sont séparées de seulement 2 secondes sur la ligne d'arrivée, et ce sera à l'avantage de la Jota. Bref, un petit peu plus loin derrière, on a une Prema, oui, la même équipe qu'en Formule 2 ou en Formule 3, que vous connaissez forcément. Et à son volant, on a des pilotes vraiment rapides, en la présence de Mirko Bortolotti, qu'on a surnommé Michel, avec Anna pendant le strip de la course. Dani Kvyat, la torpille de la Formule 1, vous connaissez aussi. Et Doriane Pain, l'une des pilotes féminines les plus performantes du monde de l'endurance, ou même tout court, j'ai envie de vous dire, presque. Je dis pas ça parce qu'elle est française, mais voilà. En plus de ça, elle est passée dans une des vidéos de Squeezie récemment. Bref, ça rigole pas. Gros rythme en tout cas pour la Prema, ça donne de bons espoirs pour le reste de la saison. Faudra les suivre avec attention en tout cas. Pour le reste du plateau, on est obligé de noter malheureusement la mauvaise performance des Alpines, dont la numéro 35 qui a abandonné et l'autre voiture de l'équipe qui termine à la P9, ce qui est vraiment pas ouf pour le coup. Alpine, pour le coup, on roule en attendant la nouvelle LMH qui va arriver pour 2024. D'ailleurs qu'on devrait pas trop tarder à nous présenter normalement, donc j'ai un peu hâte de la voir. Au final, je trouve que la catégorie LMP2, on l'a regardé en vrai surtout pour voir la performance de Dorian. On était un peu suspendu comme ça pour savoir si ça allait faire le podium ou pas, mais les écarts sont vraiment hyper réduits, donc on a quand même beaucoup de suspense jusqu'à la fin et c'est vachement appréciable. Alors, parlons un peu des GT pour terminer, où là aussi on a une petite dose de spectacle bien servi. Je vous parlais de décollage en intro. Il y en a un qui a bien décollé après seulement 9 minutes de course, c'est la 488 GTE de AF Corse que Luis Pérez s'est chargé de mettre tout simplement dans le mur de pneus au virage 1. Sur une quand même grossière erreur d'appréciation. Je vais pas vous la refaire en entier, mais c'est assez simple. Il est arrivé Mach 12 dans le virage, pas forcément un bon freinage, je sais pas s'il a pas perdu un peu les freins ou ce genre de choses. Il tourne, l'arrière passe devant et hop, il tape le mur de pneus et se retrouve sur le toit. Alors beaucoup de casse, mais le pilote va bien. Dommage pour la française de cet équipage, Lilou Wadou, qui aurait dû prendre le volant et assurément se battre au moins pour le podium de la catégorie. Alors du coup, l'AF Corse était P3 au moment du crash et suivait de près deux fous furieux qui se disputaient la première place à grands coups d'attaque et de défense qui étaient somme toute assez sublimes pour le coup. La Corvette du Corvette Racing contre la Porsche des Iron Dam, et oui, équipage 100% féminin qui d'ailleurs a fait la pole position. Ça roulait super bien, c'était vraiment génial encore une fois, c'était génial à regarder. Alors du coup, Sarah Bovy était partie en tête et a fini par décrocher un petit peu la Corvette et malheureusement, au moment de passer le relais à sa coéquipière Raël Frey, Raël Frey a pris un petit peu large en sortie de premier virage et a tout simplement décroché le diffuseur arrière de la Porsche en tapant dans l'herbe et le sable, etc. Grosse réparation, c'est reparti quand même, mais du coup c'était hors du coup pour la victoire, c'est bien dommage. On aurait aimé en voir plus pour le coup. Corvette met donc la claque à tout le monde concrètement. On attend donc que les Iron Dam et la Ferrari d'AF Corse répliquent sur la prochaine course à Portimao, mais ça risque de nous donner quand même de très très belles batailles cette année en GT aussi, bien évidemment. De toute façon, c'est une catégorie où généralement il y a de la belle bataille. Bref, au final, une course qui tenait beaucoup de promesses à son départ pour plein de batailles qui finalement étaient un petit peu coupées par des événements de courses divers et variés. C'est normal, c'est l'endurance, entre problèmes mécaniques et abandon. Du coup, 8 heures, ça faisait un petit peu long, je vais pas vous le cacher, à la fin j'en pouvais plus, vraiment. Mais j'ai hâte de voir la prochaine qui, pour le coup, sera un petit peu plus courte puisque ce seront les 6 heures de Portimao qui se dérouleront le 16 avril prochain. Voilà, 8 heures résumées en 8 minutes, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à compléter avec vos réactions dans les commentaires. On se retrouve en avril donc pour parler des 6 heures de Portimao. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.